Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va s'amuser avec le Covid-19. Ouais. Non, en vrai, sachez déjà que on va pas essayer de prédire l'avenir à 100%. Je suis juste quelqu'un de normal. J'ai pas d'expertise en quoi dans le domaine. Je suis vraiment juste quelqu'un de très curieux et qui a passé une bonne partie du confinement à regarder plein de vidéos sur le sujet, à lire des trucs, etc. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est passionné des physiques et tout, et c'est pour ça que j'aime bien prédire l'avenir et tout, essayer de prédire des trucs, mais je ne suis pas déteneur d'une vérité, de la sainte vérité. Je suis quelqu'un de normal, et quelqu'un qui vous dit qu'il connaît l'avenir et qui est absolument sûr de ce qui va se passer, eh bien évitez de le croire parce que il est beaucoup trop sûr de lui. Personne ne connaît le futur parce que c'est trop compliqué à prédire. On peut pas, il y a plein de variables aléatoires. Mais voilà, donc là le but c'est vraiment de faire un point parce que on est arrivé à une stade de l'épidémie qui commence à faire un peu peur. Alors déjà, au cas où si vous n'êtes pas au courant, hier il y a eu le couvre-feu dans les grandes villes, donc à 21h, donc la plupart des grandes métropoles. Donc ça va durer comme ça sûrement pendant 6 semaines, mais au moins pendant 2, donc selon comment ça marche. Donc déjà, on va s'occuper de ce qu'on voit actuellement la plupart du temps dans les médias, c'est-à-dire le présent. Alors c'est problématique, vous allez voir pourquoi, mais déjà on va s'intéresser à ça. Alors, ce qu'on voit actuellement, c'est le Daily New Cases, c'est-à-dire les nouveaux cas journaliers, donc chaque jour le nombre de nouveaux cas qui ont lieu. Alors il faut savoir que j'ai lissé sur 7 jours, ce qui permet d'éviter d'avoir des à-coups qui servent à rien. Regardez sinon à quoi ça ressemble. C'est plus clair de lisser la courbe. Et donc ce qu'on voit, c'est que ici on a la première vague, et là c'est le début de la seconde vague. Mais cette courbe est super trompeuse et on va le voir dans quelques instants parce que en fait entre ce moment-là, c'est-à-dire la première vague et ce moment-là, en fait on a énormément testé. On a énormément testé, si bien que même la forme de la première vague, elle est très très trompeuse. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que le pic de l'épidémie, il a eu lieu le 5 avril, alors qu'en vérité, on va voir qu'il a eu lieu au niveau du confinement. Il faut savoir que j'étais sur Worldometer qui est sourcé quand même, c'est-à-dire qu'il y a les chiffres à chaque fois qui sont mis à jour. Et là, on va sur Health Data. Alors, c'est un organisme qui s'amuse à prédire la suite d'épidémie. Et donc là, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, ici, là, c'est exactement les tests qui ont été faits et le nombre de cas positifs. Sauf que dans la vraie vie, on n'a pas testé tout le monde, puisqu'avant, on savait même pas qu'il y avait le Covid. Et donc, du coup, là, c'est une estimation du vrai nombre de cas qui a vraiment eu lieu chaque jour. On voit qu'on a eu un pic à 50 cas, alors qu'ici, on a eu un pic à 5000 cas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un facteur environ de 10, en tout cas au niveau du pic. Ce qui est assez élevé, ça fait beaucoup de cas qu'on n'a pas testé parce qu'ils sont asymptomatiques ou parce que c'était pas grave ou parce qu'on n'avait pas assez de tests. Surtout qu'on testait essentiellement ceux qui venaient dans les hôpitaux, on testait pas les autres. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, le pic, il a eu lieu le 17 mars. Et en fait, si on regarde là, on a l'impression qu'il a eu lieu le 3 avril. Alors que non, ça en fait, ça a été l'augmentation des tests qui a fait croire qu'on avait vachement plus de cas. Sauf qu'en fait, non, c'est que le 17 mars, en fait, on testait très très peu. D'ailleurs, on va voir justement le nombre de tests qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que voilà, ici, là, à droite, en gris, c'est le nombre de tests. Et ce qu'on remarque, c'est que le nombre de tests, il a vachement augmenté. C'est-à-dire qu'en juillet, par exemple, on avait 50 000 tests par jour, alors que maintenant, actuellement, on est à 200 000 tests par jour. Ça fait sacrée différence, c'est énorme. Et en fait, du coup, c'est ça qui fait la grosse différence, parce qu'en fait, au tout début, on testait presque pas. C'est assez impressionnant. Et du coup, ça explique pourquoi il y a une grosse différence entre le nombre de tests positifs au début et le nombre de tests positifs après. Parce qu'en fait, on devrait appeler ça les nouveaux tests positifs et pas les nouveaux cas. Parce que ça, la plupart du temps, c'est des tests positifs, alors qu'en vrai, il y a beaucoup plus de cas. Mais bon, c'est plus parlant de parler de cas. Maintenant, on va s'intéresser au nombre de morts. Voilà. Donc le nombre de morts, c'est un chiffre qui est pour cette fois-ci qui est très fiable parce que on va pas louper les morts du Covid en général, alors qu'au contraire on va sûrement louper les personnes asymptomatiques. Et on voit que petit à petit ça augmente. Le 7 septembre on était vers 20 cas maximum par jour et maintenant on est arrivé à 100 cas par jour.
100 cas, ça fait quand même beaucoup. 100 cas, ça fait quand même une multiplication par 5. On est à peu près au niveau du 23 mars. Et on voit qu'on avait pourtant confiné le 17 mars et que du coup, ça a continué d'augmenter. C'est pas pour rien, c'est que les morts, ils arrivent après. Ce qu'on a là, c'est les chiffres bruts du présent, ok. Maintenant, on va voir quelques indicateurs parce que c'est intéressant de voir les indicateurs. Alors, on va regarder essentiellement le facteur de reproduction par région. C'est le fameux R qui estime en fait combien de personnes vont être contaminées par un autre malade. Et donc, c'est carrément en fait la vitesse de l'épidémie. C'est un des chiffres les plus importants parce que ça permet vraiment d'aller dans le futur. Et donc, on voit que toute la France est au-dessus de 1. C'est-à-dire que là, il y a plus de 1 personne qui est contaminée. Il y en a 1,5. Donc, par exemple, s'il y a 100 personnes, et en fait, elles vont contaminer 150. Voilà. Et puis, en effet, il y a aussi la Corse qu'on oublie. Enfin, je l'avais totalement oublié, mais voilà, il y a la Corse aussi. Et ensuite, on a le taux de positivité. Alors, celui-là, il est important parce que justement, plus le taux de positivité est élevé, c'est-à-dire qu'on teste pas assez. Ça veut dire qu'en fait, c'est le pourcentage des tests qui sont positifs. Et donc, plus il est bas, plus ça veut dire qu'on a le contrôle, c'est-à-dire qu'on voit les gens qui sont malades, on peut les isoler, etc. Mais quand ça commence à augmenter, c'est-à-dire qu'on risque de pas tester assez et de louper plein de cas. C'est-à-dire qu'en fait, malgré le fait qu'on ait augmenté le nombre de tests, eh bien, il y a de plus en plus de tests qui sont positifs dans ces tests-là. Alors que si on n'avait pas une augmentation de l'épidémie, en fait, on aurait plutôt la positivité qui baisse parce qu'on a vachement plus de tests. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester plein de gens qui sont pas malades, sauf qu'en fait, on voit que le taux de positivité, il augmente. Ensuite, on va s'intéresser aux clusters et surtout d'où viennent les clusters. Alors, on pourra discuter plus ou moins si oui ou non c'est bien d'empêcher les jeunes de faire des soirées, mais c'est plus ou moins ce qu'ils sont en train de faire. Puisque, avec un couvre-feu à 21h, c'est-à-dire que les grosses soirées alcoolisées, etc., elles sont finies, puisque il faut rentrer avant 21h. Ce qui est plus ou moins bien, je ne vais pas donner mon avis ici. Mais du coup, il faut s'intéresser et voir si c'est en effet efficace. Bon, après, il n'y a pas que les soirées, mais c'est principalement tout ce qui est familial et amical qui va être lourdement limité par le couvre-feu dans les grandes villes. Donc pour ça, on va s'intéresser à où se trouvent les clusters. Donc là, c'est le point épidémiologique du 15 octobre. Alors là, du coup, celui-là, il date du 12 octobre, en tout cas les clusters. Je vais vous montrer ça de manière plus propre. Et là, ce qui est plus important de voir, c'est que où est-ce qu'on a le plus de clusters ? Est-ce que c'est, comme laisse sous-entendre le gouvernement, est-ce que c'est dans les familles et dans les événements privés, c'est-à-dire les soirées, etc. Ou alors, est-ce que ça serait dans les entreprises, c'est-à-dire ce qui laisse faire, c'est-à-dire là, actuellement, le couvre-feu, il permet d'aller au travail. On voit clairement que là où il y a le plus de clusters, c'est aux entreprises. Voilà, c'est dans les entreprises. Alors que, au contraire, le milieu familial élargi, il y en a beaucoup moins. On divise quand même par 4. Et de même, pour les événements publics ou privés, on divise quand même presque par 3, quand même. Donc, pour mettre ça plus au clair, j'ai pris les chiffres importants et je l'ai mis là. Voilà. Donc, du coup, on voit que les entreprises, ça correspond aux 21% des clusters. Donc ça reste ouvert, parce qu'il faut faire marcher l'économie, j'imagine. Et donc, c'est bien plus élevé que les EHPAD, par exemple. Mais on voit aussi que l'école, c'est un endroit où il y a pas mal de cas. Après, je critique pas, je dis juste que c'est comme ça. Et que du coup, ce qui est évité, on va dire, c'est principalement les événements publics et privés et les milieux familial élargis, principalement. Et donc ça veut dire que ça représente que 14% quand on les additionne, ce qui est inférieur aux EHPAD. Et ce qui est inférieur, ne serait-ce que scolaire ou entreprise. Alors, est-ce que ça sera efficace ? On pourra le savoir que plus tard. Alors, il faut regarder quand même la criticité. La criticité, je suis pas sûr de ce que c'est exactement, mais vu les chiffres, à mon avis, c'est le pourcentage de personnes qui risquent d'avoir des cas aggravés de Covid. Donc en fait, en gros, c'est l'âge de la population, j'ai l'impression. Et donc, on se retrouve avec du 73% en EHPAD, ce qui est assez logique, c'est l'endroit où il faut éviter le plus de clusters. Et on voit que l'entreprise, c'est un peu plus bas, mais on n'est quand même pas significativement bas, genre c'est quand même vachement proche des autres. Surtout que quand on regarde le chiffre,
quand on regarde le nombre de criticités élevées, ça reste quand même le 3e dans le lot. Faut pas déconner. Donc devant les établissements de santé. C'est quand même assez balèze. Alors voilà. Alors là, on a vu que le présent. Maintenant, on va s'intéresser au futur. Oui, parce qu'en fait, si on regarde que ces chiffres-là, c'est un peu comme si on était dans la nuit et qu'on conduisait sans allumer les phares. Parce qu'il faut voir la dynamique. Alors, je vais pas essayer de prédire l'avenir. Je vous dirai pas si on a confinement ou pas, j'en sais rien. Je vais vous dire ce que je pense peut-être, mais je suis quelqu'un de tout à fait normal et j'ai pas des pouvoirs divins qui font croire que je connais l'avenir avec certitude. Et voilà. Donc déjà, on va regarder à quoi va ressembler la seconde vague. Parce que voilà, par contre ça, je suis assez sûr qu'il y aura une seconde vague. Elle a commencé, je sais pas quelle taille elle aura, mais apparemment ça a mal commencé. Donc, ce qui fait peur, c'est que on risque fortement d'avoir plus de cas que dans la première vague. Cette fois-ci, on prend en compte le fait qu'on teste davantage, etc. Donc c'est lissé statistiquement, c'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait qu'on teste moins. Donc là, actuellement, on est le 18 octobre, qu'on a à peu près le même nombre de cas que le 4 mars. C'est-à-dire 10 jours avant le confinement. Alors que bien sûr, là, l'épidémie, elle va moins vite, comme on voit au niveau de la pente, mais ça reste quand même assez rapide. Voilà, faut pas déconner. Donc, ça, c'est problématique. Alors, ça veut pas dire que ça va être comme ça, faut pas déconner. Mais ça veut dire que si jamais on change rien et que les mesures en vigueur sont pas assez efficaces, on risque d'avoir ça. C'est quand même assez préoccupant. Après, on peut se dire, oui, mais non, mais ça se trouve, il y aura personne qui mourra, il sera que des jeunes. En effet. Du coup, maintenant, on va vérifier ça. Alors, là, cette fois-ci, donc là, c'est le nombre de morts. Et on voit que, il projette qu'il va avoir autant de morts, voire plus, journaliers, que pour la première vague. On va dire autant, hein, on va pas non plus exagérer. Mais ça paraît un peu... Donc faut savoir, je ne prédis pas l'avenir. Je dis juste que voilà ce que prédit ce site-là, qui fait des prédictions sur plein d'autres pays, donc ils ont pas mal de données. Voilà. Et on peut allumer l'incertitude. Alors l'incertitude, c'est quoi? C'est pour expliquer à quel point ça risque de varier. Parce que, en général, on ne peut pas prédire l'avenir. C'est impossible. On ne peut pas prédire l'avenir avec une certitude absolue. Donc là, ça veut dire qu'ils sont sûrs que la vague soit dans cette fourchette. Selon leurs prédictions, ils sont assez sûrs qu'il y aura au moins 488 morts par jour au niveau du pic. En sachant qu'il y a eu 800 morts. Ça serait 2 fois moins, ça serait bien. Mais aussi, ça veut dire qu'ils sont presque sûrs que maximum, il pourrait avoir environ 1500 morts par jour. Ce qui serait 2 fois plus élevé que pendant le pic de la première vague. Alors, on peut pas connaître le futur. C'est juste des estimations, c'est des projections, on peut pas trop savoir. D'ailleurs, j'ai peut-être pas assez précisé, mais en fait, ce ne sont que des prédictions selon un certain cadre. Si par exemple, demain, le gouvernement décide qu'il y aura confinement de toute la population, ça peut totalement changer les chiffres et en fait on peut avoir beaucoup moins de morts. Et inversement, si le gouvernement dit qu'il s'en moque totalement des morts, il peut très bien ne jamais faire de confinement ou alors carrément enlever des règles, etc. Ce qui va augmenter le nombre de morts. Donc forcément, il y a des limites partout puisqu'il faut dire, ok, alors le gouvernement, il va pas confiner avant tel moment. Voilà. Mais le fait que ce soit possible et que le plus probable soit autour de 800 morts, c'est-à-dire comme la première vague, fait assez flipper. Et donc du coup, au total, on aurait 85 000 morts d'ici février, ce qui fait environ une multiplication par 3 des morts qu'on a actuellement. Alors ensuite, on a l'utilisation des hôpitaux. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais si on prend les réanimations, voici comment ça évolue. Ils risquent, en fait, tout simplement, vers fin novembre, d'avoir une saturation des hôpitaux. Mais fin novembre, max. Ça veut dire que le 5 novembre, c'est le plus probable apparemment. Donc du coup, maintenant qu'on voit ça, on dit « Ah, ok, oui, on est juste au début de la seconde vague et ça risque de fortement augmenter. Ça fait peur. Et du coup, est-ce qu'on va confiner ?» D'après ce qu'ils disent, ça reste des prédictions, je ne connais pas l'avenir. Ils ne la connaissent pas non plus. Oui, il faudrait confiner vers décembre. Mais je ne sais pas s'ils ont pris en compte les couvre-feux, je ne sais pas si c'est efficace. Et c'est ça le truc, c'est que il faudra attendre plusieurs semaines pour voir si les couvre-feux sont efficaces, donc environ 2 semaines.
Et enfin, pourquoi il faut regarder dans l'avenir? Pourquoi? Parce qu'actuellement, on a une bonne idée du nombre de cas quand même qu'on a, faut pas se leurrer, et on a une augmentation significative des cas. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce nombre de cas, comme on a vu tout à l'heure, il est quand même vachement plus élevé que le nombre de morts. Du coup, on peut se dire qu'il va rien se passer. Sauf que il faut anticiper. Pourquoi il faut anticiper? Parce que regardons le pic de cas. Le pic de cas, il a eu le 17 mars, donc le jour du confinement. Sauf que le 17 mars, il y avait presque aucun mort. Entre guillemets, il y avait 83 morts, voilà. Mais ça tombe bien, puisque actuellement, on est autour des 80 morts. Là, il y a 100 morts. Et on voit surtout que le pic de cas, il y a eu le 17 mars, alors que le pic de morts, il a eu le 4 avril. Ce qui fait environ 18 jours, donc on peut arrondir à 20 jours, voilà. Ou alors, si vous voulez, 2 semaines, comme vous voulez, ou 3 semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 2 ou 3 semaines de décalage entre les cas et les morts. Parce qu'on va pas mourir directement du Covid. On va mourir des séquelles, c'est-à-dire qu'on va avoir un aggravement, on va aller en réanimation, et puis après, on meurt. Quand on n'a pas de chance, bien sûr. Et donc là, les cas actuels, il n'y a pas encore les morts des cas actuels. Les morts des cas actuels, on va voir, ils seront plus tard, c'est-à-dire dans 20 jours. Donc là, actuellement, on est le 18 octobre, donc les morts, ils auront lieu début novembre. Et on voit qu'en effet, il y a une augmentation des morts. Enfin voilà, du coup, est-ce qu'on aura un confinement ? Je sais pas, ça paraît probable, mais je ne peux pas prédire l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à vous laver les mains. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus. Si vous avez des questions, posez-moi-en. Moi, je suis pas pro du gouvernement. Je suis pas là je suis pas acheté par Big Pharma ou quoi. Voilà. Donc, je vous ai montré les chiffres qu'il y avait, des projections qui seront peut-être fausses. Y a pas de souci. On verra ça quand la vague, elle aura oui ou non développé. Mais je parierai pas sur le fait que la vague n'aura pas lieu. Ce serait un peu bête. Allez, à la prochaine.